La Syrie, d'une superficie égale à la moitié de l'Allemagne environ, bordée par la Méditerranée, le Liban, Israël, la Jordanie, l'Irak et la Turquie, se trouve à la une de l'actualité à deux points de vue. Premièrement, la guerre civile entre déjà dans sa 5e année sans qu'on puisse entrevoir de fin. Et deuxièmement, la plupart des réfugiés qui viennent en Europe à présent sont originaires de Syrie. Selon le service d'aide aux réfugiés de l'ONU, 3,8 millions de réfugiés sont en fuite et il y en a encore 7,8 millions qui sont expulsés et réfugiés dans leur propre pays. Cela fait au total 11,5 millions de personnes expulsées et réfugiées. Pour une population de 23 millions de personnes, la moitié de tous les Syriens sont en fuite. Mais quelles sont les raisons de ce drame, que ce soit la guerre en Syrie ou la catastrophe des réfugiés? Le responsable en est-il vraiment le président Bachar al-Assad, dont la destitution est vigoureusement exigée par l'opposition et les États occidentaux et leurs alliés? C'est ce qu'a prétendu à la radio suisse SRF1 Petra Becker, experte de la Syrie, de la Fondation Sciences et Politique à Berlin. Elle a dit qu'Assad serait le responsable principal de cette guerre et, ce qui serait encore pire, qu'il ne serait lui-même intéressé par aucune solution passant par la négociation. Chers téléspectateurs, faites-vous vous-même une idée de la mesure dans laquelle ces accusations sont valables pour Assad. Car aujourd'hui, nous écouterons Bachar al-Assad lui-même comme contre-voix. Dans une interview qui a été diffusée le 22 septembre à la radio-télévision allemande, Bachar al-Assad s'est prononcé abondamment sur les questions actuelles vis-à-vis des divers médias russes. Dans ce qui suit, nous avons résumé les principales déclarations avec lesquelles Assad s'est prononcé sur la menace globale et régionale que représente le terrorisme, qu'il voit comme l'essentiel du vaste sujet des réfugiés. S'il est possible de réussir à atteindre quelque chose, vu la prévalence du terrorisme en Syrie et en Irak, et dans la région en général. Comme je l'ai dit, nous devons poursuivre le dialogue afin d'arriver à un accord, mais si on veut mettre en place quelque chose de réaliste, il est impossible de faire quoi que ce soit tant que des gens sont tués, tant que le sang coule sans cesse et tant que les gens ne se sentent pas en sécurité. Admettons que nous allons nous mettre ensemble, les partis ou les entités politiques, et que nous atteindrons des accords dans les domaines politiques, économiques, de l'éducation, de la santé, dans tous les domaines. Comment pourrons-nous les appliquer si la priorité de chaque citoyen syrien reste sa propre sécurité? Nous pouvons donc parvenir à un accord, mais il n'est pas possible de l'appliquer tant que le terrorisme n'est pas vaincu en Syrie. Il faut vaincre le terrorisme, et pas seulement Daesh. Je parle du terrorisme car il y a beaucoup d'organisations, surtout l'État islamique et Al-Nosra, qui ont été déclarés terroristes par le Conseil de sécurité. Voilà ma réponse concernant le processus politique. Quant au partage du pouvoir, nous le partageons déjà avec une partie de l'opposition qui a été d'accord pour le partager avec nous. Il y a quelques années, ils ont rejoint le gouvernement. Bien que le partage du pouvoir soit une question qui relève de la Constitution, qui est liée aux élections, surtout aux élections parlementaires, et bien évidemment à la façon dont ces entités représentent le peuple syrien. Mais au vu de la crise, nous avons décidé de faire un pas vers eux, peu importe son efficacité. À propos de la crise des réfugiés maintenant, je voudrais dire quelques mots concernant les accusations de la propagande occidentale qui essayent de montrer que ces réfugiés échappent au gouvernement syrien, que les Occidentaux traitent de régime, bien évidemment. Dans les faits, l'Occident pleure d'un œil sur le sort de ces réfugiés et les vise avec une mitrailleuse de l'autre œil, car ces gens ont quitté la Syrie à cause du terrorisme, surtout à cause des terroristes et des meurtres, mais aussi à cause des conséquences du terrorisme. Quand vous faites face au terrorisme, quand vous voyez vos infrastructures être détruites et vous ne parvenez plus à subvenir à vos besoins. Du coup, beaucoup de gens sont obligés de partir à cause du terrorisme et parce qu'ils veulent gagner leur vie quelque part dans ce monde. Alors l'Occident s'apitoie sur eux, ce même Occident qui soutient les terroristes depuis le début de la crise, quand il a dit que c'était un soulèvement pacifique, quand il a dit après que c'était une opposition modérée, et maintenant quand ils disent que s'il y a des organisations terroristes,
tels que Daesh ou Al-Nosra, c'est à cause de l'État syrien, du régime syrien ou du président syrien. Alors tant qu'ils resteront dans cette optique propagandiste, ils auront de nouveaux réfugiés. Le souci n'est donc pas dans le fait que l'Europe ne les a pas acceptés ou gardés. Le souci, c'est qu'elle ne veut pas s'occuper des causes du problème. Si leur destin vous préoccupe, arrêtez de soutenir les terroristes. C'est notre point de vue concernant cette crise. C'est au cœur de toute cette question des réfugiés. Comme vous le savez, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et le terrorisme est soutenu par des forces étrangères, ce qui signifie que nous sommes en état de guerre totale. Je crois que toutes les sociétés, tous les patriotes et tous les partis qui appartiennent véritablement au peuple doivent s'unir dans la guerre contre l'ennemi, qu'il s'agisse d'un ennemi formé par des groupes terroristes domestiques ou étrangers. Si on demande aujourd'hui à n'importe quel Syrien ce qu'il souhaite le plus au monde, la première chose qu'il évoquera sera la sécurité pour lui et sa famille. Ainsi, nous, en tant que force politique, que ces forces soient intérieures ou extérieures au gouvernement, devons nous unir autour de ce que souhaite le peuple syrien. Ce qui signifie que nous devons avant tout nous unir contre le terrorisme. C'est logique et évident. C'est pourquoi je dis que nous devons nous unir en tant que force politique ou gouvernementale ou en tant que groupe armé qui ont combattu contre le gouvernement afin de pouvoir combattre le terrorisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a actuellement des forces qui combattent le terrorisme avec l'État syrien, des forces qui se sont auparavant battues contre l'État syrien. Nous avons fait des progrès à cet égard, mais j'aimerais profiter de cette opportunité pour appeler toutes les forces à s'unir contre le terrorisme, parce que c'est le moyen d'atteindre les objectifs que nous visons en tant que Syriens à travers le dialogue et l'action politique. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir à la question sur la lutte contre le terrorisme. Comment trouvez-vous l'idée de créer une région sans terroristes au nord du pays, à la frontière avec la Turquie? Dans ce contexte, quelles sont vos observations sur la coopération indirecte entre l'Occident et les organisations terroristes comme le Front Al-Nosra et d'autres groupes extrémistes? Et avec qui êtes-vous prêt à coopérer et lutter contre les terroristes de Daesh? Dire que les frontières avec la Turquie doivent être libérées du terrorisme signifie que le terrorisme est autorisé dans d'autres régions. Ce n'est pas acceptable. Le terrorisme doit être éliminé partout et pendant 3 décennies, nous avons appelé à la formation d'une coalition afin de lutter contre le terrorisme. Mais en ce qui concerne la coopération occidentale avec le Front Al-Nosra, cette réalité existe. Nous savons que la Turquie supporte Al-Nosra et Daesh en leur fournissant des armes, de l'argent et des volontaires. Et nous savons tous que la Turquie entretient des relations étroites avec l'Occident. Erdogan et Davutoglu ne peuvent pas faire un pas sans en référer en premier aux États-Unis ou à d'autres pays occidentaux. Al-Nosra et Daesh opèrent avec une telle force dans la région, sous la couverture de l'Occident, parce que les pays occidentaux ont toujours considéré le terrorisme comme une carte qu'on peut mettre dans sa poche et utiliser de temps en temps. Actuellement, ils veulent utiliser Al-Nosra contre Daesh, peut-être parce que, d'une façon ou d'une autre, Daesh a échappé à tout contrôle. Mais cela ne signifie pas qu'ils veulent éliminer Daesh. Si vraiment ils voulaient le faire, ils en auraient été capables depuis longtemps. Pour nous, Daesh, Al-Nosra et toutes ces organisations de même nature, qui portent des armes et tuent des civils, sont des organisations extrémistes. Mais ce qui est important, c'est avec qui on parle. Dès le début, nous avons voulu engager le dialogue avec tous, si ce dialogue aboutit à affaiblir le terrorisme et donc à la recherche de la stabilité. Naturellement, cela inclut les pouvoirs politiques, mais il y a aussi des groupes armés avec lesquels nous avons mené le dialogue et parvenu à un accord dans des zones de conflit. Dans d'autres régions, ces groupes armés se sont joints à l'armée syrienne et luttent à ses côtés, et certains membres sont tombés en martyrs. Nous parlons donc à tous, sauf aux organisations que j'ai mentionnées, telles Daesh, Al-Nosra et consorts, pour la simple raison que ces organisations appuient leur doctrine sur le terrorisme. Ces organisations sont idéologiques et ne sont pas simplement opposées à l'État, comme c'est le cas avec plusieurs autres groupes. Leur doctrine est basée sur le terrorisme et par conséquent le dialogue avec ces organisations ne peut déboucher sur aucun résultat probant. Nous devons lutter et les faire disparaître totalement et parler avec eux est absolument futile. En parlant des partenaires régionaux, avec qui êtes-vous prêt à collaborer au combat contre le terrorisme? Certainement avec des pays amis, en particulier avec la Russie et l'Iran. Nous collaborons aussi avec l'Irak du fait qu'il affronte le même type de terrorisme. Quant aux autres pays, nous ne nous opposons à aucun d'entre eux, à condition qu'ils montrent la volonté de lutter contre le terrorisme et non pas ce qu'ils font dans ce qu'on appelle la coalition internationale dirigée par les États-Unis. En fait, depuis que cette coalition a commencé à fonctionner, Daesh est en pleine expansion.
En d'autres termes, la coalition a échoué et n'a pas de véritable impact sur le terrain. En même temps, des pays comme la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les pays occidentaux comme la France et les États-Unis et d'autres, qui couvrent le terrorisme, ne peuvent pas y résister. On ne peut pas être pour et en même temps contre le terrorisme. Mais si ces pays décident de modifier leur politique et réalisent que le terrorisme est comme le scorpion, qui vous pique si vous le mettez dans la poche, si cela arrive, nous n'objectons pas de collaborer avec tous ces pays, à condition que ce soit un engagement franc et pas une farce de coalition contre le terrorisme. Concernant la lutte contre le terrorisme, ce problème est vaste et global et comprend des aspects culturels et économiques. Ce problème comporte aussi des aspects sécuritaires et militaires. En termes de prévention, tous les autres aspects sont plus importants que les aspects militaires et sécuritaires. Mais aujourd'hui, et en réalité, on vit actuellement dans une période de combat contre le terrorisme. Nous ne sommes pas confrontés à des groupes terroristes, nous sommes confrontés à des armées terroristes équipées avec des armes lourdes, moyennes et légères. Ils disposent de milliards de dollars pour recruter de nouveaux volontaires. Les aspects militaires et sécuritaires doivent devenir prioritaires à ce stade. Donc on estime que cette alliance doit agir à différents niveaux, mais elle doit tout d'abord combattre sur le terrain. Naturellement, cette alliance doit comprendre les États qui croient en la lutte contre le terrorisme et qui croient que leur position naturelle est d'être contre le terrorisme. Dans l'état présent des choses, la personne qui soutient le terrorisme ne peut pas être la même qui combat le terrorisme. C'est ce que ces États font actuellement. L'Arabie Saoudite, la Turquie, la Jordanie, qui prétendent faire partie de la coalition contre le terrorisme dans le nord de la Syrie, soutiennent en réalité le terrorisme dans le sud, dans le nord et dans le nord-est, presque dans les mêmes régions où ils sont supposés le combattre. Encore une fois, j'aimerais souligner que si dans le cadre d'un intérêt global, ces États décident de revenir à une position plus juste, de revenir à la raison et de combattre le terrorisme, naturellement, nous accepterons et coopérerons avec eux et avec les autres. Nous n'avons pas de droit de veto et nous n'attachons pas d'importance à ce qui appartient au passé. Les politiques changent tout le temps. Ça peut changer du bien au mal, un allié peut devenir un adversaire et inversement. Un adversaire peut devenir un allié. C'est normal. Lorsqu'ils combattront contre le terrorisme, nous coopérerons avec eux. On assiste aujourd'hui à un afflux colossal de réfugiés en Europe, qui viennent en grande partie de Syrie. Certains disent que ces gens sont perdus pour la Syrie puisqu'ils ne sont pas satisfaits du gouvernement syrien qui n'a pas su les protéger et qu'ils ont dû quitter leur maison. Que pensez-vous de ces gens ? Est-ce que vous les considérez comme une partie de l'électorat syrien dans l'avenir? Et la deuxième question concerne le sentiment européen de culpabilité à propos de ces déplacements de population. Croyez-vous que l'Europe en est responsable? Chaque personne qui quitte la Syrie représente certainement une perte pour la Syrie, quelles que soient ses opinions ou ses capacités. Cela ne concerne pas, bien sûr, les terroristes. Ainsi, cette émigration est pour nous une grande perte. Vous m'avez posé une question sur les élections. Les élections présidentielles ont eu lieu l'année dernière, alors qu'il y avait déjà de nombreux réfugiés dans différents pays, surtout au Liban. D'après la propagande occidentale, tous ces réfugiés ont fui le gouvernement syrien qui les aurait chassés et tués, et ils ont été considérés comme des opposants. Quelle n'a pas été la surprise des Occidentaux quand la majorité de ces réfugiés se sont rendus dans les bureaux de vote pour donner leur voix au président? Ce fut un coup dur pour les instigateurs de cette propagande. Nous avions mis en place une organisation spéciale pour ce vote. Il devait y avoir des bureaux de vote dans chacune de nos ambassades et le gouvernement syrien contrôlait ce processus. Mais cela dépend des relations entre les États. Plusieurs pays ont rompu les relations diplomatiques avec la Syrie et fermé les ambassades syriennes. Par conséquent, les citoyens syriens n'ont pas pu voter dans ces pays, ainsi ils ont dû aller là où des bureaux de vote avaient été installés. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Quant à l'Europe, il est sûr qu'elle est responsable. Aujourd'hui, elle essaye de présenter la situation comme si sa faute se limitait au fait qu'elle n'a pas donné assez d'argent ou su organiser l'immigration légale en Europe, à cause de quoi plusieurs réfugiés venus via la mer Méditerranée ont péri noyés lors de leur voyage. Nous déplorons chaque victime innocente. Mais est-ce que la vie d'un réfugié noyé en mer est plus précieuse que celle d'une personne décédée en Syrie? Pourquoi aurait-elle plus de valeur que celle d'un innocent décapité par les terroristes? Comment peut-on s'affliger de la mort d'un enfant en mer et ignorer les milliers d'enfants, de vieillards, de femmes et d'hommes qui sont devenus les victimes des terroristes? Ce principe européen du deux poids deux mesures n'est plus acceptable. Cela ne fait aucun sens. Comment peut-on être attristé par la mort de certains et être indifférent au sort d'autres victimes?
Ainsi, l'Europe a sa part de responsabilité pour avoir soutenu le terrorisme, sa meilleure couverture, ce qu'elle continue de faire. Elle qualifie les terroristes de modérés et les divise en groupes tandis qu'ils sont tous extrémistes.